Bonjour Internet, bienvenue sur le 17e épisode de la bibliothèque digestive. Et j'arrive sur un morceau de la carrière de Barry Windsor Smith que j'aime particulièrement, puisqu'il s'attaque à des personnages Marvel qui furent les piliers de ma culture comics et les premiers super-héros que j'ai découverts quand j'avais à peine 10 ans. Je vais vous parler des 5 épisodes des X-Men dessinés par Barry Windsor Smith, en faisant le grand écart entre deux périodes de cette équipe, s'étalant sur presque 2 décennies, 2 salles, 2 ambiances. Le premier vrai travail de Barry Smith pour Marvel est donc cet épisode des X-Men de la première époque, X-Men numéro 53, qu'il produit pendant son séjour aux États-Unis pendant l'été 1968 et qui sort en décembre 1968, mais qui est daté de février 1969. Marvel avait l'habitude de post-dater les couvertures de ses comics. C'est un épisode fill-in, un épisode bouche-trou, entre 2 épisodes plus importants ou dans une histoire à suivre, qui permet à l'éditeur de sortir un épisode tous les mois, même quand l'équipe créatrice en charge de la série a pris du retard. Barry dessine donc les X-Men et Blastar, tout droit sortis des épisodes des 4 Fantastiques, tous créés par Jack Kirby, son héros des comics de l'époque. Le style est donc très influencé par le King Kirby. Barry étant juste Smith, pas encore Windsor, et n'a pas libéré tout son potentiel artistique. Je vous présente ici la version publiée dans l'intégrale X-Men 1969-1970 des éditions Panini. Pour la petite anecdote, j'avais la version publiée dans Speedy numéro 70 de novembre 1985, qui avait déjà été publiée en France dans Strange 54 de juin 1974, mais je ne l'ai plus. J'ai vendu toute ma collection de Speedy et de Special Strange il y a quelques années. Salut mon pote. Seconde anecdote en passant, dans les 2 éditions faites par Lug, dans Strange puis dans Speedy, l'épisode porte le numéro 54 et pas 53. Bizarre mais pas trop grave vu que ça ne gêne pas la continuité, puisque je viens de vous le dire, c'est un épisode de remplissage et assez dispensable. Nous faisons alors un bond dans le temps, une quinzaine d'années plus tard, en 1984, Barry revient aux comics timidement avec une petite histoire de la chose dans Marvel Fanfare numéro 15, sorti en avril 1984, daté de juillet 1984, puis avec la mini-série Machine Man, sorti en juin 1984, daté de octobre 1984, qui le remet sous les feux des projecteurs chez Marvel et signe désormais sous le nom de Windsor Smith. Toujours en 1984, il dessine l'épisode 186 de Uncanny X-Men, sorti en juillet, mais daté d'octobre, écrit par Chris Claremont et ancré par Terry Austin. Et là, je dois faire une petite parenthèse pour vous parler de mon attachement particulier aux X-Men, et surtout à cette période des comics. J'avais 9 ou 10 ans, et j'étais déjà un lecteur compulsif de bandes dessinées, les albums de Tintin, d'Astérix. Mon grand-père m'achetait Pif Gadget, le journal de Spirou, le journal Tintin, quand je suis tombé, par hasard, sur le Special Strange numéro 18, avec un épisode des X-Men qui m'avait retourné mon cerveau de gamin. Les dessins de John Byrne, ancrés par Terry Austin, m'avaient subjugué par leur degré de réalisme, de dynamisme et même parfois par des cadres et des angles de vue très cinématographiques. Avec cette histoire, je passais des BD humoristiques avec des personnages à gros nez à des récits d'action avec des bonhommes musclés et des femmes sculpturales. Dans ma tête, à ce moment-là, j'entrais dans un monde réservé aux grands, aux adultes. J'ai acheté mon premier numéro de Special Strange quelques temps plus tard, le numéro 28 ou 30 je crois, mais toujours avec la même équipe créatrice. Et là j'étais capté. J'ai complété la collection pour lire les numéros précédents, allant aussi jusqu'à récupérer les Speedy qui proposaient les rééditions des premiers X-Men, ceux des années 60. J'ai suivi l'histoire jusqu'aux années 2000 à peu près, avec quelques interruptions. Mais cette période des X-Men, en fait du run de John Byrne jusqu'à l'arrivée de Jim Lee, fin des années 70 jusqu'à la fin des années 80, tout début des années 90, j'étais fan. Je ferai certainement une série de la bibliothèque digestive, un de ces 4 sur les X-Men, mettez des likes pour m'encourager. Du coup, je serai loin d'être objectif en commentant ces épisodes. Bref, Barry Windsor Smith revient sur les X-Men de 1984 à 1986 pour 3 épisodes fill-in dans le run de John Romita Jr., puis une dernière fois en 1987 pour un autre épisode bouche-trou dans le run d'Alan Davis, et toujours scénarisé par Chris Claremont. Les 2 premiers épisodes sont les plus mémorables. X-Men numéro 186 sort en juillet 1984, est daté d'octobre, et s'intitule Life Death A Love Story. Ce n'est pas vraiment un épisode bouche-trou, puisqu'il est la suite directe de l'épisode 185, dans lequel Tornade perd ses pouvoirs, touché par un rayon inhibiteur tiré par des agents du gouvernement. Elle est recueillie par Forge, un génie milliardaire mutant, qui à l'instar de Tony Stark s'est fabriqué des prothèses robotiques pour pallier à son handicap. Il a perdu une main et une jambe. Complètement catatonique, Tornade ne se nourrit plus et se laisse mourir. Forge va tenter de lui redonner le goût de la vie et en se parlant, en
partageant leurs expériences de vie, en se montrant leurs cicatrices, ils vont se rapprocher. Malheureusement, Tornade va découvrir que Forge est l'inventeur de l'arme qui l'a privé de ses pouvoirs et ça va mal se passer. Sur cet épisode, Barry Windsor Smith ne fait que le dessin. L'ancrage est assuré par Terry Austin qui avait fait des merveilles sur le run de John Byrne au début des années 80. Mais là, son style d'ancrage rigidifie les crayonnés de Barry. Les traits manquent d'épaisseur et de souplesse. Malgré cela, les deux personnages principaux, Forge et surtout Tornade, sont magnifiquement dépeints par Windsor Smith. Les poses, les attitudes l'un envers l'autre sont empreintes d'une telle sensualité, d'une telle justesse dans les mouvements qu'on les sent vivants, réels. Cet épisode, basé essentiellement sur ces deux personnages, sans grande progression dans l'intrigue principale, marque les esprits. Si bien que Chris Claremont le rappelle quelques mois plus tard sur X-Men 198 pour un autre épisode Bouche-Trou, à nouveau centré sur Tornade, toujours sans pouvoir, qui est parti se ressourcer en Afrique dans le Serengeti. Blessée par balle, dans un épisode précédent, elle délire, perdue dans le désert, et l'épisode donne lieu à des visions superbement dessinées, mais aussi ancrées et colorisées, cette fois, par Barry. L'artiste déploie tout son talent pour décrire le retour à la conscience de Tornade, et le sauvetage d'une jeune femme enceinte des flammes d'un véhicule accidenté. Elle l'aide à rejoindre son village et sa famille. Elle se sauve en sauvant la jeune femme. Dans la nuit, cette dernière est sur le point d'accoucher et demande Tornade à son chevet. Le bébé sort, mais ne respire pas. Dans un dernier réflexe désespéré, Tornade tente de le ranimer en lui faisant du bouche à bouche. L'enfant vit. Plus tard, encore enivrée par la joie d'avoir sauvé un enfant, elle assiste à une cérémonie où l'un des anciens se sépare de tous ses ornements et se rend aux portes du désert, suivi par toute la tribu. Tornade le suit. Le vieil homme lui raconte l'histoire de son village, qui fut verdoyant autrefois, mais le sable a fini par tout recouvrir. Et la nourriture vint à manquer. Et pour préserver l'équilibre, chaque fois qu'un enfant naît, un ancien s'en va pour lui laisser sa place. Le diptyque Life-Death est devenu iconique dans l'histoire des X-Men. Le souci du détail apporté au dessin, le naturalisme et la fluidité des dialogues, l'intensité des relations entre les personnages, tout cela permet de les rendre vivants, réels. Et ces épisodes servent de respiration, de pause bienveillante dans des comics où l'action, les super-pouvoirs et l'aventure prédominent. Moins d'un an plus tard, dans X-Men numéro 205 de mai 1986, la même équipe remet le couvert pour l'épisode Wounded Wolf, cette fois-ci centré sur Wolverine, et propose une histoire à l'opposé du périple contemplatif de Tornade dans Life-Death. Il s'agit de l'affrontement de Wolverine contre les cyborgs de Lady Deathstrike dans les rues de New York enneigées, le soir de Noël, tout cela du point de vue d'une petite fille, Cathy, membre du groupe Power Pack, puissance 4 en français. Barry Windsor Smith a montré qu'il pouvait représenter la sensualité, et dans cet épisode, il prouve qu'il est capable de dépeindre la violence brutale, sanglante, impitoyable. De la même manière qu'il a su rendre la spiritualité et la beauté du personnage de Tornade, il saisit la nature animale, barbare presque, du personnage de Wolverine. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'affiche teaser du film Logan en voyant les dernières cases de ce comics. Enfin, l'épisode 214 de février 1987 est probablement le moins notable, disons le plus classique, produit par Barry. Il ne fait que les dessins, laissant Bob Vayasek l'ancrer et Glynis Oliver à la couleur. Même si l'épisode reste bon, il raconte comment Malice, une mutante qui prend possession du corps des autres, s'invite chez les X-Men sautant d'un mutant à un autre, les poussant à se battre entre eux. C'est un peu comme si on avait une Ferrari et qu'on roulait à 30 km/h. Ça pourrait être génial, c'est juste bien. Barry Windsor Smith nous donne peut-être une réponse à cette constatation. Pendant toutes ces années, dans tous ces satanés comics que j'ai dessinés, j'avais l'habitude d'être le narrateur, le réalisateur de l'histoire. Je pense qu'il n'y a pas une seule case que je n'ai pas modifiée dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Ça m'a permis de me faire des amis et ça m'a créé des ennemis. Je sais que Chris Claremont était en pétard quand j'ai modifié ces satanées histoires. Et j'écrivais les dialogues dans les marges des pages. Et souvent le scénariste se les appropriait et prenait tout le crédit et la paye. Mais je suis toujours resté au second plan à cet égard, même si je ne l'ai jamais vraiment exprimé. J'étais toujours tellement déçu quand les choses n'allaient pas. Je faisais attention à la mise en page, aux personnages, comme le langage du corps, ou une inclinaison de la tête, ou un sourcil relevé, ce qui était assez subtil, en comparaison du travail de Jack Kirby. Et puis je lisais les mots qui avaient été écrits dans les cases, et je disais, bordel, ça n'a rien à voir avec ce que voulait dire le dessin. La seule fois où cela fonctionnait vraiment, c'est quand l'auteur, le scénariste, voulait suivre ce que j'avais écrit dans les marges. Alors là, nous avions trouvé cet équilibre entre l'interprétation, le scénario, la mise en scène et tout le reste.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vendu toute ma collection de Speed Special Strange il y a quelques années, mais je me suis racheté les intégrales X-Men que proposent les éditions Panini Comics. Reliés, dos carré, jaquette de couverture, papier satiné, des bons pavés d'environ 300 pages pour chaque tome. Et il y en a beaucoup, 49 bouquins à ce jour. Et ça revient cher, 36 € par bouquin, faites le calcul. Pas sûr que j'aille au bout de tous les épisodes des X-Men. Les numéros présentés dans cet épisode sont les suivants. X-Men volume 1 numéro 53, La rage de Blastar et sa période Jack Kirby se trouve dans l'intégrale 1969-1970, sortie en 2006. Déjà édité en France dans Strange et Spidey dans les années 70 et 80. Uncanny X-Men volume 1, 186, Life and Death, qui est paru pour la première fois en France dans le 11e album grand format de la collection Les Étranges X-Men en décembre 1987. Ces albums étaient édités par Lug pour accélérer la publication des X-Men, car Special Strange paraissait seulement tous les 2 mois. Et ils avaient la taille des graphic novels, légèrement plus grands que les Special Strange qui gardaient le format comics. J'avais l'impression de lire un épisode important à chaque fois. L'épisode est proposé ici dans l'intégrale 1984, sortie en 2005. Ensuite, nous avons Uncanny X-Men volume 1, numéro 198, Life and Death 2, publié pour la première fois dans Special Strange numéro 52 de septembre 1987, avec cette magnifique couverture peinte par Jean Frisano, le cover artiste attitré chez Lug, qui signait là, avec celle de l'album des Étranges X-Men numéro 11, ses dernières couvertures, puisqu'il est décédé en 1987. Cet épisode est réédité dans l'intégrale 1985, sorti en 2006. Uncanny X-Men volume 1, numéro 205, Wounded Wolf, qui n'a pas été publié par Lug, mais qui est sorti pour la première fois en France chez l'éditeur Comics USA, dans sa collection Super-Héros, dans l'album numéro 11, Serval, Fauve Blessé, que j'ai gardé donc, puisqu'il est assez particulier. C'est un album double. Voilà, si on le retourne, on peut lire une aventure de Daredevil, Rêve américain, également dessiné par Barry Windsor Smith. Et l'épisode des X-Men est lui réimprimé dans l'intégrale X-Men 1986, première partie, sortie en 2007. On termine avec Uncanny X-Men volume 1, numéro 214, With Malice Toward All, publié dans Special Strange numéro 58 de septembre 1988, et réédité dans cette intégrale 1987 première partie sortie en 2009. Désolé si c'était un peu laborieux, mais vu que je suis assez méticuleux, je voulais vous donner toutes les références possibles. Si j'ai fait des erreurs dans mes références ou si vous avez des précisions à apporter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je ne vais pas tourner autour du pot, je ne serai pas objectif concernant les X-Men, mais je vais quand même tenter de donner une note moyenne sur l'ensemble de ces 5 épisodes des X-Men dont les styles varient selon les époques, le degré d'implication de Windsor Smith et la qualité narrative de l'épisode. Pour l'ensemble de ces numéro, je donne la note de 7 sur 10. Pouce, commentaire, partage, abonnement, carte bleue, chèque, espèce. Si vous aimez ce que je fais, à votre bon cœur, monsieur, dame. À bientôt. Ciao, Internet.